Lors de Thanksgiving, ma tante a jeté mon assiette à la poubelle. Les sangsues ne mangent pas à notre table. Les proches ont applaudi. Mes enfants ont regardé horrifiés. Puis ma fille de 7 ans est montée sur sa chaise et a dit « Tante Hélène, devrais-je dire à tout le monde ce que tu as fait avec le médicament de grand-mère ?» Tout le monde a cessé de manger. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit de 20 fourchettes heurtant 20 assiettes au même instant précis est une chose que l'on n'oublie jamais. C'est le son d'une famille qui retient son souffle, de proches qui discutaient et riaient, soudainement figés comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « pause » de leur vie. C'est ce son qui a rempli la salle à manger de mes parents lorsque ma fille de 7 ans, Gracie, s'est levée sur sa chaise. Son petit doigt pointé directement sur ma tante Hélène, elle a prononcé les mots qui allaient faire voler en éclats la façade si soigneusement entretenue de notre famille pour toujours. Tante Hélène, est-ce que je dois raconter à tout le monde ce que tu as fait avec les médicaments de grand-mère Joséphine? Mais je m'avance un peu. Pour comprendre pourquoi ces quelques mots d'une élève de CE1 ont fait blêmir le visage de ma tante, pourquoi mon cousin s'est arrêté en pleine bouchée et pourquoi ma propre mère a agrippé la nappe si fort que ses jointures sont devenues blanches, il faut que vous sachiez qui nous étions tous à ce moment-là. Je suis Claire Dunor, 34 ans, hygiéniste dentaire avec une odeur permanente de fluor à la menthe et de désinfectant pour les mains. Mère célibataire de 2 enfants qui méritaient mieux que le chaos laissé par leur père lorsqu'il a décidé que sa secrétaire était plus intéressante que sa famille. La femme assise à cette table de Thanksgiving avec une assiette vide devant elle, parce que ma tante venait de jeter tout mon dîner à la poubelle en annonçant que « les sangsues ne mangent pas à notre table ». Ma fille Gracie était assise à ma droite, à peine 7 ans, avec des boucles brunes qui ne restaient jamais dans leur ruban et des yeux qui remarquaient tout. Elle avait ce petit carnet rose qu'elle emportait partout, un cadeau de ma part pour qu'elle s'exerce à l'orthographe, même si j'allais apprendre ce soir-là qu'elle l'utilisait pour quelque chose de complètement différent. Son frère, Tommy, 10 ans et s'efforçant si fort d'être l'homme de notre famille brisée, était assis à ma gauche, des larmes coulant sur ses joues alors qu'il regardait notre tante m'humilier. La femme qui venait de jeter ma nourriture comme si j'étais une mendiante entrée de la rue était Hélène Bradshaw, la sœur aînée de mon père, 58 ans, jamais mariée, propriétaire de 3 immeubles d'appartements dans le bon quartier de la ville et reine autoproclamée de notre famille. Elle portait son pouvoir comme ce parfum coûteux dont elle s'aspergeait toujours, s'assurant que tout le monde puisse le sentir de l'autre bout de la pièce. À chaque réunion de famille, elle trônait en bout de table, nous rappelant à tous qui payait le toit au-dessus de la tête de mes parents, qui avait couvert les frais du mariage de mon frère, qui nous avait tous sauvés de la ruine financière. Mes parents, Rita et Franck Dunor, dépendaient de l'argent d'Hélène depuis que l'entreprise de couverture de papa avait fait faillite il y a 5 ans. Maman, qui tenait tête à n'importe qui autrefois, restait maintenant silencieuse pendant les discours cruels d'Hélène. Papa, autrefois l'homme le plus fort que je connaissais, fixait son assiette comme un enfant réprimandé chaque fois que sa sœur commençait ses leçons sur les déceptions familiales. Mon jeune frère, Curtis, était là aussi, avec sa femme Mélanie. Tous deux rayonnaient littéralement en présence d'Hélène. Ils avaient appris très tôt qu'être d'accord avec Hélène signifiait de l'argent supplémentaire à Noël et une aide pour leur prêt immobilier. Ils riaient de ses blagues sur mon mariage raté, hochaient la tête quand elle me qualifiait d'irresponsable, et ce soir, ils avaient même applaudi quand elle avait jeté ma nourriture. Même mes cousins étaient là, Rachel et Paul, les enfants de ma tante Dottie. Dottie était décédée il y a 2 ans, et il s'était rapproché d'Hélène depuis, attiré par le même magnétisme financier qui nous maintenait tous en orbite autour de sa méchanceté. Oncle Robert, le jeune frère d'Hélène, essayait habituellement de maintenir la paix, mais même lui restait silencieux quand Hélène se lançait dans ses tirades. Et puis il y avait grand-mère Joséphine, la mère de ma mère, 83 ans et clouée dans un fauteuil roulant depuis son AVC l'année dernière. Elle avait besoin de médicaments pour le cœur 3 fois par jour, ces petites pilules blanches qui la maintenaient en vie. Elle semblait plus faible ces derniers temps, son médecin ne comprenant pas pourquoi le traitement ne fonctionnait pas comme il le devrait. Nous étions tous inquiets, mais aucun de nous n'avait fait le lien que Gracie, apparemment, faisait depuis des mois. La soirée avait commencé comme chaque Thanksgiving chez les Dunor. Hélène arrivant en retard pour faire son entrée, commentant ma vieille voiture dans l'allée, demandant à haute voix si j'avais enfin trouvé un vrai travail. La table croulant sous la cuisine de maman. La dinde dorée est parfaite. La purée de patates douces avec des marshmallows supplémentaires, comme les enfants l'aimaient. Les haricots verts que personne ne mangerait mais que la tradition exigeait. Tout a changé quand oncle Robert a fait l'erreur de me féliciter pour mon nouvel appartement. La rage d'Hélène avait été rapide et vicieuse,
culminant avec sa démonstration dramatique de jeter mon dîner pendant que mes enfants regardaient. La famille avait applaudi sa cruauté, et j'étais assise là, humiliée et sans voix, jusqu'à ce que ma fille de 7 ans décide qu'elle en avait assez vu. Debout sur cette chaise dans sa robe violette avec les fleurs qu'elle avait choisies elle-même, Gracie était sur le point de révéler à quel point elle avait observé et à quel point la reine de notre famille avait des choses à cacher. Je n'ai jamais voulu aller à ce dîner de Thanksgiving. Ce matin-là, je me tenais dans ma salle de bain, regardant les cernes sous mes yeux, m'entraînant à faire de faux sourires dans le miroir pendant que Gracie et Tommy prenaient leur petit déjeuner dans notre cuisine exiguë. 2 ans de maternité célibataire m'avaient vieilli de 5 ans. Mais ce n'était pas l'épuisement qui me faisait redouter les réunions de famille. C'était de savoir que j'étais devenu l'échec de la famille. L'exemple à ne pas suivre qu'Hélène raconterait aux jeunes cousins sur ce qui arrive quand on se marie par amour plutôt que par raison. Travailler comme hygiéniste dentaire au cabinet du docteur Morrison signifiait de longues journées debout, à aider des patients nerveux tout en maintenant une gaieté perpétuelle. 60 heures par semaine à dire, juste une petite piqûre, et vous vous débrouillez très bien, tout en calculant secrètement si j'avais assez d'argent pour l'essence jusqu'à la paie. Le travail couvrait à peine le loyer et les courses, mais il avait des horaires flexibles qui me permettaient de courir pour aller chercher les enfants à l'école et assister aux réunions parents-professeurs, où les enseignants suggéraient gentiment que Tommy pourrait bénéficier d'un soutien supplémentaire que nous ne pouvions pas nous permettre. Mon ex-mari, Denny, nous avait laissé 18 000 $ de dettes de carte de crédit et une hypothèque sur une maison que nous avions déjà perdue. Il avait une liaison avec sa secrétaire de 23 ans pendant que je faisais des doubles journées pour soutenir ses entreprises. Les papiers du divorce avaient été son cadeau de Saint-Valentin, accompagné d'un arrangement de garde où il avait les enfants un week-end sur 2 jusqu'à ce qu'ils déménagent à Phoenix et oublient leur existence. « Pourquoi papa n'appelle plus ?» avait demandé Tommy il y a 6 mois. Et j'avais dû expliquer que parfois les adultes font des choix qui n'ont pas de sens, même pour eux-mêmes. Mes parents étaient intervenus immédiatement. Maman gardait les enfants tous les après-midi. Papa les récupérait à l'école, et ils n'ont jamais demandé un sou. Mais leur aide avait un prix, juste pas un qu'ils facturaient. Le percepteur était Hélène, qui s'assurait que tout le monde sache que c'était elle qui payait réellement pour ma garde d'enfants puisqu'elle maintenait mes parents à flot. Hélène contrôlait les finances de notre famille depuis si longtemps que la plupart d'entre nous avaient oublié ce qu'était l'indépendance. Lorsque l'entreprise de couverture de papa s'est effondrée pendant la récession, Hélène est intervenue comme un sauveur, remboursant leur hypothèque, couvrant leurs factures, les maintenant dans la maison où j'avais grandi. Mais chaque chèque était accompagné de commentaires, chaque paiement d'une livre de chair sous forme de dignité. Elle avait fait de même pour Curtis quand il a voulu épouser Mélanie. « Cette fille est trop bien pour toi », avait-elle dit en signant un chèque de 20 000 $ pour leur mariage de rêve. Ne fais pas honte à la famille. Maintenant, il assistait à chaque dîner, riait à chaque blague cruelle et avait appris à me voir à travers les yeux d'Hélène. La sœur aînée embarrassante, qui ne pouvait ni garder son mari ni gérer son argent. La famille Bradshaw avait toujours eu de l'argent. De vieux investissements immobiliers commerciaux qu'Hélène avait hérités et développés. Elle vivait seule dans une maison de 6 chambres qu'elle avait remplie de meubles coûteux sur lesquels personne n'avait le droit de s'asseoir. Elle collectionnait les dettes des gens comme certains collectionnent les timbres, cataloguant soigneusement qui lui devait quoi et depuis combien de temps. « Tu sais comment elle est ?» avait dit maman au téléphone ce matin-là. Ignore juste ses commentaires. C'est un seul dîner. Mais ce n'était jamais juste un seul dîner. C'était des fêtes d'anniversaire où Hélène demandait à voix haute si j'avais besoin qu'elle paie pour le gâteau. Des matins de Noël où elle offrait à mes enfants des cadeaux somptueux tout en s'assurant que tout le monde sache que leur mère ne pouvait rien se permettre de semblable. Des brunchs de Pâques où elle commentait que ma robe était la même que celle que j'avais portée l'année dernière. Grand-mère Joséphine avait été ma seule défenseur, la seule voix qui s'élevait contre la tyrannie d'Hélène. « Laisse cette fille tranquille », disait-elle, sa voix toujours forte malgré la faiblesse de son corps. « Elle fait de son mieux. »« Son mieux n'est pas suffisant », répondait Hélène. Et encourager la médiocrité n'aide personne. Mais dernièrement, même grand-mère Joséphine était trop fatiguée pour se battre. Les médicaments pour le cœur qui étaient censés lui donner de l'énergie la laissaient épuisée. Son médecin, Benjamin Brennan, avait fait tous les tests, ajusté les doses, essayé différentes marques, mais rien ne semblait fonctionner. Nous avions tous remarqué son déclin, la façon dont elle s'absentait pendant les conversations, comment ses mains tremblaient davantage, comment elle avait oublié mon anniversaire pour la première fois de ma vie. « Est-ce que arrière-grand-mère va mourir ?» m'avait demandé Gracie il y a 2 semaines, serrant ce carnet rose que je lui avais acheté au magasin à $1. « Pas si on peut l'aider »,
lui avais-je dit, n'ayant aucune idée qu'elle aidait déjà d'une manière qu'aucun de nous, les adultes, n'avait imaginé. Alors que j'installais mes enfants dans ma Honda de 12 ans ce matin de Thanksgiving, regardant d'autres familles se rendre à leur célébration dans des voitures plus récentes avec des familles intactes, je m'étais fait une promesse. Encore un an. Encore un an d'humiliation de la part d'Hélène. Ensuite, j'aurais assez économisé pour ne plus dépendre de mes parents pour la garde des enfants. Encore un an à ravaler ma fierté pour que mes enfants puissent avoir des dîners de famille et des cousins avec qui jouer. Je ne savais pas que dans seulement 3 heures, ma fille de 7 ans rendrait cette promesse caduque en exposant le secret qui nous libérerait tous. Les ennuis ont commencé avec le sourire innocent et le verre de vin levé de l'oncle Robert. Il avait toujours été le plus doux des 2 enfants Bradshaw, dirigeant un petit cabinet comptable au lieu de bâtir un empire comme Hélène. Et Claire, j'ai entendu la bonne nouvelle pour ta demande d'appartement, elle a été approuvée. Rue Maple, c'est ça? C'est un super quartier pour les enfants. J'ai senti l'attention d'Hélène se tourner vers moi comme un projecteur trouvant un prisonnier évadé. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, chargée de la farce parfaitement assaisonnée de maman, puis est lentement redescendue dans son assiette. Toute la table semblait sentir le changement de pression atmosphérique. Les conversations se sont tues alors que tout le monde se tournait pour voir ce qui allait se passer. Approuvé? La voix d'Hélène avait ce calme dangereux qui précédait ses pires explosions. Quel appartement? Tu vis déjà quelque part, n'est-ce pas? C'est un 3 pièces, dis-je, gardant ma voix stable alors que mes mains tremblaient sous la table. Les enfants grandissent. Tommy a besoin de sa propre chambre maintenant, et Gracie mérite un espace qui soit vraiment à elle, pas juste un coin derrière un rideau. Avec quel argent? Chaque mot sortait, tranchant et distinct, comme si elle parlait à quelqu'un de très stupide. Tu peux à peine te payer l'essence pour cette honte que tu appelles une voiture. Je t'ai vu compter ta monnaie à l'épicerie. Ma mère a essayé d'intervenir, tendant la main vers Hélène par-dessus la table. S'il te plaît, c'est Thanksgiving. Profitons simplement du repas ensemble. Non, Rita. Hélène a repoussé sa chaise de la table et s'est levée, sa chaise raclant le parquet avec un son qui a fait grimacer tout le monde. J'en ai marre de prétendre que c'est normal. J'en ai marre que tout le monde tourne autour du pot pendant que je paie la facture pour les échecs de toute cette famille. Hélène, ça suffit, a dit l'oncle Robert. Mais elle s'est retournée contre lui. Vraiment? Est-ce que ça suffit, Robert? Parce que je ne te vois pas payer l'hypothèque de maman et papa. Je ne te vois pas couvrir leurs frais médicaux, leurs courses, leurs factures. Elle s'est retournée vers moi, son visage empourpré par des années de ressentiment qui finissaient par déborder. Sais-tu pourquoi tes parents peuvent garder tes enfants gratuitement, Claire? Parce que je paie pour toute leur vie. Chaque heure qu'ils passent à surveiller tes enfants pendant que tu es au travail est subventionnée par mon chéquier. Cela ne fait de toi rien de plus qu'une sangsue, vivant de ma générosité sans absolument rien contribuer à cette famille. Je travaille 60 heures par semaine, ai-je dit, ma voix tremblante mais plus forte qu'auparavant. Je nettoie les dents des gens jusqu'à ce que mes mains soient engourdies. Je saute le déjeuner pour prendre des patients supplémentaires. Je ne me suis pas acheté de nouvelles chaussures depuis 2 ans. Je ne te prends rien. Ah oui? Hélène a contourné la table vers ma place et tout le monde a semblé s'écarter à son passage. Ta garde d'enfants seule te coûterait $1500 par mois minimum. Qui fournit ça? Tes parents? Non, ils le fournissent parce que je leur permets de le faire. Chaque repas que tes enfants mangent ici, chaque nuit qu'ils passent ici, chaque cadeau d'anniversaire de grand-mère et grand-père, tout vient de ma poche. Elle a atteint ma place et a pris mon assiette pleine. La dinde que maman avait découpée spécialement pour moi. De la viande blanche parce qu'elle savait que je préférais. La farce avec de la sauge supplémentaire, comme je l'aimais depuis mon enfance. Les haricots verts que Tommy avait aidé à préparer, fier de contribuer. La purée de patates douces avec des guimauves disposées en forme de cœur par Gracie cet après-midi-là. Qu'est-ce que tu fais? A finalement dit papa en se levant à moitié de sa chaise. Ce que quelqu'un aurait dû faire il y a des années, a dit Hélène en emportant mon assiette vers la cuisine, apprendre à Claire qu'il n'y a pas de repas gratuit. Nous l'avons tous entendu. La pédale de la poubelle, le glissement de la nourriture de la porcelaine, chaque bouchée de mon dîner de Thanksgiving tombant dans les ordures avec des bruits sourds et humiliants. Elle est revenue, ses talons claquant sur le sol comme un compte à rebours avant quelque chose de pire, et a replacé l'assiette vide devant moi avec une précision cérémonieuse. Les sangsues ne mangent pas à notre table, a-t-elle annoncé, regardant autour de la pièce comme si elle attendait des applaudissements pour sa performance. Et elle en a eu. Curtis a commencé le premier,
son applaudissement lent résonnant dans le silence stupéfait. Enfin, a-t-il dit. Quelqu'un devait le dire. Mélanie a rejoint son mari, ajoutant ses applaudissements manucurés aux siens. Il est temps que nous arrêtions de cautionner ça. Le cousin Paul a commencé à applaudir aussi. Puis Rachel, bien qu'elle ait au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Même l'oncle Robert a donné quelques applaudissements faibles avant de croiser l'expression horrifiée de ma mère et de s'arrêter. Le visage de Tommy s'est décomposé à côté de moi, des larmes coulant sur ses joues alors qu'il regardait sa famille applaudir l'humiliation de sa mère. « Maman » a-t-il chuchoté en cherchant ma main. Mais c'est Gracie qui a bougé la première. Ma fille calme et observatrice, qui avait été inhabituellement silencieuse toute la soirée, a soudainement repoussé sa chaise et est montée dessus pour se tenir debout. Ses chaussures vernies que nous avions trouvées chez Goodwill brillaient sous les lumières de la salle à manger. « Tante Hélène » a-t-elle dit, sa voix de cet en tranchant les applaudissements comme une lame dans du beurre. « Est-ce que je dois raconter à tout le monde ce que tu as fait avec les médicaments de grand-mère Joséphine ?» Les applaudissements ont cessé instantanément. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir, comptant les secondes jusqu'à ce que notre famille ne soit plus jamais la même. Le silence qui suivit la question de Gracie fut absolu. Le visage d'Hélène passa d'une satisfaction suffisante à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur pure et non diluée. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air, son sang-froid si soigneusement entretenu se fissurant comme de la glace sous le soleil de printemps. De quoi parle-t-elle ? Grand-mère Joséphine se pencha en avant dans son fauteuil roulant, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois, la confusion dans ses yeux mêlée à une alarme croissante qui semblait dynamiser son corps fragile. Gracie se tenait plus stable sur cette chaise que je ne l'avais jamais vue se tenir nulle part. Elle m'a d'abord regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une enfant qui inventait des histoires ou répétait quelque chose qu'elle avait entendu. C'était ma fille qui avait observé, documenté et attendu le moment exact pour protéger la famille qu'Hélène était en train de détruire. « Gracie, ma chérie, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai commencé à me lever, ne sachant pas si je devais la faire descendre ou la laisser continuer. « Non, maman. » Elle secoua la tête, ses boucles rebondissant avec détermination. « Elle est méchante avec toi parce qu'elle pense que personne ne voit ce qu'elle fait. Mais moi, je vois tout. Je suis petite, alors les gens oublient que je suis là. Ils font des choses quand je suis dans la pièce parce qu'ils pensent que je joue juste avec mes poupées ou que je colorie. Mais je ne fais pas que jouer, j'observe. » Hélène tenta un rire qui sortit aigu et étranglé. Les enfants et leur imagination. Vous savez comment les enfants inventent des histoires pour attirer l'attention. Ce n'est pas une histoire. Gracie sortit son carnet rose de la poche de sa robe. Celui avec des autocollants de licorne sur la couverture qu'elle transportait partout. Le même carnet que je pensais qu'elle utilisait pour s'exercer à écrire. J'écris tout, comme Madame Patterson nous l'a appris à l'école. Elle a dit que les bons scientifiques tiennent des journaux d'observation, alors j'en tiens un sur notre famille. Curtis se leva, son arrogance antérieure remplacée par de l'incertitude. C'est ridicule. Elle a 7 ans. Nous allons écouter les fantasmes d'une élève de CE1. Mais Gracie ouvrait déjà son carnet, ses petits doigts trouvant une page marquée d'un post-it jaune. 15 octobre, 15h30. Tante Hélène est venue rendre visite à grand-mère Joséphine pendant que maman était au travail. Grand-mère faisait sa sieste. Tante Hélène est allée à la table des médicaments et a ouvert le flacon blanc avec le bouchon rouge. Elle a sorti les petites pilules et les a mises dans son sac à main. Ensuite, elle a sorti des pilules différentes de son sac, des blanches d'un flacon de vitamines, et les a mises à la place dans le flacon de médicaments de grand-mère. La pièce a explosé. Tout le monde a commencé à parler en même temps, mais la voix de grand-mère Joséphine a percé le chaos. Mes médicaments pour le cœur. Le docteur Brennan ne comprenait pas pourquoi ils ne fonctionnaient pas. Je me sentais si faible, si fatigué. C'est insensé. La voix d'Hélène était devenue stridente. Vous allez croire l'histoire inventée d'une enfant ? Elle m'a probablement vu aider mère avec ses pilules et a mal compris. J'en ai d'autres ? Gracie feuilleta les pages couvertes de son écriture soignée et tremblante. 22 septembre, 16h15. Tante Hélène a fouillé dans le bureau de grand-père Frank quand tout le monde était dans la cuisine. Elle a trouvé une enveloppe de l'oncle Mitchell du Colorado et l'a prise. Il y avait un chèque à l'intérieur. Je l'ai vu le mettre dans son sac à main. Le visage de papa devint blanc. Mitchell m'a envoyé un chèque pour mon anniversaire. Hélène,
Tu m'as dit qu'il avait dû se perdre dans le courrier. 1er novembre, 14h20, continua Gracie, sa voix gagnant en confiance à chaque révélation. Tante Hélène était au téléphone dans la salle de bain. Elle ne savait pas que j'étais dans le couloir. Elle a dit à une certaine Barbara à la banque de geler le compte de maman. Elle a dit qu'elle était le contact d'urgence et que maman était instable et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec de l'argent. Je sentis le sang quitter mon visage. C'est pourquoi ma carte de débit a été refusée la semaine dernière. La banque a dit qu'il y avait un blocage de sécurité qu'il ne pouvait pas expliquer. L'oncle Robert s'est rapproché d'Hélène, son expression sombre. Quoi d'autre, Gracie? Que as-tu vu d'autre? Gracie baissa les yeux sur son carnet, puis les releva vers la pièce pleine d'adultes suspendus à chaque mot d'une fillette de 7 ans. 29 octobre, 17h. Tante Hélène parlait à quelqu'un au téléphone du testament de grand-mère Joséphine. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus de temps avant que les changements ne soient définitifs. Elle a dit que la vieille dame était plus coriace que prévu, mais qu'elle ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps si les choses se déroulaient comme prévu. Petite peste. Hélène se jeta sur Gracie, son masque complètement brisé, révélant quelque chose de laid et de désespéré en dessous. Je me suis déplacé plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie, me plaçant entre ma fille et ma tante. Mes mains stables pour la première fois de la soirée. Touche à ma fille et j'appelle la police tout de suite. En fait, peut-être que je devrais le faire de toute façon. Trafiquer les médicaments de quelqu'un n'est pas seulement du vol, Hélène. C'est une tentative de meurtre. J'ai aussi des photos, ajouta doucement Gracie en brandissant mon vieux téléphone. Celui sur lequel je la laissais jouer à des jeux quand elle avait été sage. Ce téléphone prend des photos, même quand l'écran est noir. J'ai appris ça par accident. J'ai pris des photos de tout au cas où mon carnet ne suffirait pas. Madame Patterson dit que les bons scientifiques ont toujours besoin de documentation de secours. La salle à manger qui, quelques instants auparavant, était remplie d'applaudissements pour mon humiliation ressemblait maintenant à une salle d'audience où le verdict venait d'être rendu. Hélène se tenait là, exposée, son image soigneusement construite de bienfaitrice de la famille révélée comme un masque pour quelque chose de bien plus sombre. L'oncle Robert a attrapé le poignet d'Hélène alors qu'elle essayait de se jeter à nouveau sur Gracie, son esprit de comptable calculant déjà les implications de ce que nous venions d'entendre. Les pilules. Hélène, dis-moi que tu n'as pas vraiment échangé les médicaments pour le cœur de maman. Le sang-froid d'Hélène s'est finalement complètement brisé. Sa coiffure parfaite s'était défaite, du rouge à lèvres maculé là où elle s'était mordu la lèvre, et ses yeux avaient le regard sauvage d'un animal acculé. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend ce que j'ai sacrifié. Sacrifié? La voix de grand-mère Joséphine était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois, alimentée par la rage et la trahison. Tu as essayé de me tuer. Je n'essayais pas de te tuer, a crié Hélène, des larmes coulant maintenant sur son visage, créant des rivières de mascara sombre sur ses joues. J'avais juste besoin que tu sois assez faible pour ne pas changer le testament. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de vous voir tous prendre et prendre et prendre tout en prévoyant de tout lui donner? Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. L'échec de la famille qui ne peut même pas garder un mari intéressé. Tu as changé le testament de grand-mère? Ma mère s'est levée, ses mains à plat sur la table, la femme qui était restée silencieuse pendant des années retrouvant enfin sa voix. Mère, est-ce vrai? Grand-mère Joséphine a hoché lentement la tête. Il y a 3 mois, j'ai rencontré mon avocat pour laisser la maison à Claire et aux enfants. C'est la seule qui me rend visite parce qu'elle m'aime, pas parce qu'elle veut quelque chose. Tous les dimanches, qu'il pleuve ou qu'il vente, elle amène ses bébés me voir. Elle me lit des histoires, m'aide avec mes exercices, m'écoute vraiment quand je parle de mon enfance. Le reste d'entre vous ne se montre que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Cette maison vaut 800 000 $. Curtis a frappé sa main sur la table, faisant sauter la vaisselle. Tu allais la donner à Claire après tout ce que tante Hélène a fait pour cette famille? Tout ce qu'elle a fait? Grand-mère Joséphine a ri amèrement. Tu veux dire le tenir au-dessus de vos têtes, vous faire danser pour des miettes, vous transformer en marionnettes qui applaudissent quand elle jette la nourriture de votre sœur à la poubelle? Gracie était toujours debout sur sa chaise. Ma courageuse petite fille qui avait orchestré toute cette révélation. Elle a tourné une autre page de son carnet. Il y a plus. 8 octobre, tante Hélène était dans la chambre de grand-mère en train de fouiller dans sa boîte à bijoux. Elle a pris la bague en rubis, celle avec l'anneau en or. Elle a dit au téléphone plus tard que grand-mère devenait trop vieille pour remarquer que des choses disparaissaient. La bague de ma mère, a haleté grand-mère Joséphine. Tu m'as dit que j'avais dû l'égarer.
12 novembre, a poursuivi Gracie, sa voix claire et dévastatrice. Tante Hélène a rencontré un certain monsieur Crawford au café de la rue Main. J'étais là avec maman pour prendre un chocolat chaud. Elle lui a donné des papiers et a dit qu'une fois que grand-mère serait partie, elle aurait aussi la procuration sur grand-père Franck et grand-mère Rita. Elle a dit que les personnes âgées étaient faciles à contrôler si on savait quels médicaments ajuster. Mon père s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu prévoyais de nous faire ça aussi? Le visage d'Hélène était passé du rouge au blanc puis à un gris maladif. Ce n'est pas comme ça. Je m'occupe de tout le monde. Je mérite d'être dédommagé. J'ai passé toute ma vie à réparer tous vos échecs. Non, a dit l'oncle Robert en sortant son téléphone. Tu as passé ta vie à nous faire sentir comme des échecs pour que nous ne remettions jamais en question ton contrôle. J'appelle la police. Attends. Hélène a essayé d'attraper son téléphone, mais il s'est écarté. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça à la famille. La famille? Je me suis surprise à rire, mais ce n'était pas un son joyeux. La famille n'empoisonne pas les grands-mères. La famille ne vole pas les médicaments des femmes âgées. La famille ne jette pas le dîner de quelqu'un devant ses enfants en exigeant des applaudissements pour la cruauté. Tommy avait cessé de pleurer et regardait sa petite sœur avec une sorte d'admiration. Gracie, depuis combien de temps l'observes-tu? Depuis mon anniversaire, a dit simplement Gracie. Elle a fait pleurer maman à ma fête d'anniversaire. Elle a dit que le gâteau de l'épicerie était pathétique et que maman ne pouvait même pas m'offrir une vraie fête. J'ai alors décidé que les brutes ont toujours des secrets. Maman me l'a appris à propos de la fille méchante à l'école. Elle a dit que les gens qui sont méchants avec les autres cachent généralement quelque chose de mal à leur sujet. Les sirènes étaient déjà audibles au loin. L'oncle Robert avait passé l'appel pendant que nous regardions tous Gracie. Hélène a dû les entendre aussi car elle s'est soudainement précipitée vers la porte, mais c'est Curtis, contre toute attente, qui lui a barré le chemin. Non, dit-il doucement. Tu vas faire face à ça. Toutes ces années où tu nous as fait nous sentir sans valeur, où tu nous as mis en compétition pour ton approbation, où tu nous as montés les uns contre les autres. Ça se termine ce soir. Hélène s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait été pris, exposé et vaincu par une fillette de 7 ans avec un carnet rose et un vieux téléphone qui pouvait prendre des photos dans le noir. Quand la police est arrivée, Gracie est descendue de sa chaise et s'est approchée de grand-mère Joséphine. « Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt », a-t-elle murmuré. « Je voulais m'assurer d'avoir assez de preuves. » Madame Patterson dit que les bons scientifiques attendent d'avoir toutes leurs données. Grand-mère Joséphine l'a serrée dans une étreinte féroce. « Tu m'as sauvé la vie, ma douce. Tu nous as tous sauvés. » Le reste de ce dîner de Thanksgiving s'est déroulé dans un flou de dépositions à la police, de sacs de preuves et d'Hélène emmenée menottée sous les yeux de tout le quartier à leurs fenêtres. Elle avait cessé de pleurer à ce moment-là, son visage figé dans un masque dur de ressentiment, croyant toujours d'une manière ou d'une autre qu'elle était la victime dans tout cela. Les officiers ont soigneusement emballé le carnet de Gracie et mon vieux téléphone comme preuve, mais pas avant d'avoir fait des copies de tout pour l'enquête. L'équipe scientifique est arrivée en quelques heures pour tester les médicaments de grand-mère Joséphine. Les pilules qu'Hélène avait substituées étaient de simples suppléments de calcium, inoffensifs mais totalement inutiles pour une maladie cardiaque. Grand-mère Joséphine aurait pu mourir n'importe quel jour, son cœur lâchant pendant que nous nous demandions tous pourquoi ces médicaments ne fonctionnaient pas. Le docteur Brennan nous a dit plus tard qu'elle avait eu de la chance de survivre aux 3 mois de pilules substituées. Hélène a été accusée de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées, de vol qualifié et de fraude. L'enquête a révélé qu'elle avait volé plus de 200 000 $ à divers membres de la famille au fil des ans. Toujours des montants assez petits pour que personne ne s'en aperçoive, toujours avec un accès qu'elle avait obtenu en étant la sœur et la fille serviable. Les immeubles d'appartements qu'elle nous avait fait miroiter, achetés avec de l'argent qu'elle avait volé sur les comptes d'investissement de notre grand-mère. Mais les vraies séquelles sont apparues dans les semaines qui ont suivi, alors que notre famille devait se reconstruire sans l'argent d'Hélène, plus important encore, sans son poison. Papa est retourné au travail en créant un petit service de bricolage qui a rapidement prospéré parce qu'il était doué dans ce qu'il faisait quand on ne lui disait pas qu'il était un échec. Maman a commencé à vendre ses courtes pointes en ligne, quelque chose qu'Hélène avait toujours tourné en dérision comme un petit passe-temps mignon. En 6 mois, elle avait des commandes de 3 États. Curtis et Mélanie ont dû faire face à ce qu'ils étaient devenus sous l'influence d'Hélène. La nuit suivant l'arrestation d'Hélène, Curtis est venu à mon appartement les larmes aux yeux.
Je suis désolé, Claire. Je suis tellement désolé d'avoir applaudi quand elle t'a fait du mal. J'étais devenu quelqu'un que je ne reconnais même plus. Il a fallu du temps, mais nous avons reconstruit notre relation, et il est redevenu le frère que j'avais autrefois avant qu'Hélène ne nous monte l'un contre l'autre. L'oncle Robert a découvert qu'Hélène avait également volé sur ses comptes professionnels de petits transferts qu'il avait attribués à des erreurs comptables. Il a utilisé les fonds récupérés pour développer son cabinet et m'a embauché comme chef de bureau, un poste avec des horaires réguliers, des avantages sociaux et du respect. 3 semaines après ce Thanksgiving, Gracie et moi préparions des biscuits dans notre nouvel appartement de la rue Maple, celui qui avait déclenché toute la confrontation. Grand-mère Joséphine nous avait donné l'acompte sur ces fonds récupérés, insistant sur le fait que c'était le moins qu'elle puisse faire pour l'enfant qui lui avait sauvé la vie. « Maman, tu es fâchée que j'ai gardé des secrets ?» a demandé Gracie, décorant un biscuit au sucre avec une précision minutieuse. Je me suis agenouillé à son niveau, regardant ses yeux observateurs qui avaient en vue. « Chérie, tu protégeais notre famille. Mais je dois te demander quelque chose. Comment as-tu su qu'il fallait surveiller tante Hélène si attentivement ?» Elle a souri, se mettant de la farine sur le nez en se touchant le visage. « C'est toi qui me l'as appris, maman. Tu te souviens quand Suzy à l'école était méchante avec tout le monde? Tu as dit que les brutes font du mal aux autres parce qu'elles cachent quelque chose qui les fait se sentir mal dans leur peau. Tu as dit de regarder ce qu'elles font quand elles pensent que personne ne regarde, parce que c'est à ce moment-là qu'elles montrent qui elles sont vraiment. Alors j'ai observé tante Hélène quand elle pensait que personne ne regardait. Mais les photos, la documentation, comment as-tu su faire tout ça? Madame Patterson nous a parlé de la méthode scientifique. Elle a dit que les observations ont besoin de preuves, et à la télé, les détectives ont toujours besoin de preuves. Je savais que les adultes ne croiraient pas une enfant si je n'avais pas de preuves. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Cette fillette de 7 ans qui avait sauvé la vie de son arrière-grand-mère et libéré toute notre famille d'années de violences psychologiques et financières. Ce Thanksgiving-là, j'étais entré chez mes parents en me sentant comme un échec. Une mère célibataire qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, qui avait besoin de la charité pour survivre. Mais ma fille m'a montré que la force ne réside pas dans l'argent ou le statut. Elle réside dans le fait de défendre ce qui est juste. Même quand on est petit, même quand tout le monde vous dit de vous taire et d'être reconnaissant pour les miettes. Grand-mère Joséphine a vécu encore 8 merveilleuses années après cette nuit. Elle nous a bien laissé la maison, mais plus important encore, elle a vécu pour voir Gracie obtenir son diplôme de fin d'études secondaires en étant major de sa promotion, aller à l'université avec une bourse complète pour étudier la justice pénale, et finalement devenir procureur spécialisé dans les cas de maltraitance des personnes âgées. Hélène a purgé une peine de 5 ans de prison et a été libérée en probation. Elle a tout perdu. Les propriétés, l'argent, le pouvoir, et surtout, la famille qu'elle avait tenté de contrôler. Nous avons entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre État pour vivre avec une cousine éloignée. Mais aucun de nous ne lui a jamais reparlé. Chaque Thanksgiving maintenant, lorsque notre famille se réunit, nous racontons cette histoire aux plus jeunes cousins, la nouvelle génération qui doit savoir que la maltraitance ne ressemble pas toujours à de la violence. Parfois, elle porte un parfum cher et signe d'échec. Parfois, elle vient avec un sourire et une offre d'aide. Mais elle prospère toujours, toujours dans le silence. Et lorsque nous levons nos verres pour le toast, nous trinquons à Gracie, la fillette de 7 ans qui nous a rappelé que les héros n'ont pas besoin d'être grands ou puissants. Parfois, ils sont juste assez courageux pour se tenir sur une chaise et dire la vérité quand cela compte le plus. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui donner un « j'aime » et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il vaut toujours la peine de tenir tête aux tyrans, aussi puissants qu'ils puissent paraître. Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu une Gracie dans votre vie qui a vu ce que les autres ont manqué. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires quand cela compte.